Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans une affaire qui a secoué une petite ville paisible de l'État du Tennessee en 2019, un endroit où chacun pensait bien se connaître et où nul n'aurait jamais cru qu'un sombre drame puisse survenir. Nous allons revenir sur le destin tragique d'une femme aimée de tous, sur les circonstances de sa découverte macabre et sur l'enquête complexe qui s'est ensuivie. Je vous remercie chaleureusement de soutenir mon travail, alors n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à ma chaîne. L'histoire débute donc dans la commune tranquille de Franklin, située non loin de la grande ville de Nashville. Cette bourgade est surtout connue pour sa communauté chaleureuse et ses rues résidentielles impeccables, bordées de maisons familiales typiques de la classe moyenne américaine. Personne, dans ce cadre pittoresque, ne pouvait s'imaginer que le mois d'octobre 2019 deviendrait synonyme de mystère et d'horreur. Les habitants de Franklin ont longtemps vécu au rythme de rencontres de quartier, de petits événements caritatifs et d'autres manifestations locales mettant en avant l'entraide et la convivialité. Parmi ces résidents se trouvait une femme nommée Heather Greer, âgée de 39 ans, réputée pour sa gentillesse, son sourire accueillant et son amour sincère pour la vie en communauté. Son histoire tragique allait marquer tous ceux qui la connaissaient de près ou de loin. Heather était une personne appréciée. Avant de s'installer à Franklin, elle avait grandi dans une autre région du pays, issue d'un milieu modeste mais aimant. Ses parents, qu'elle évoquait parfois avec émotion, avaient travaillé dur pour offrir à leur fille des études et une éducation stable. Devenue adulte, elle s'était d'abord orientée vers la comptabilité, matière qui la passionnait tant elle aimait la précision et la clarté des chiffres. Lors de son arrivée à Franklin au début de la trentaine, elle avait été embauchée dans une banque locale. D'après les confidences de ses proches, elle ne voyait pas ce métier comme un simple gagne-pain. Gérer des comptes, établir des rapports financiers, conseiller des gens qu'elle connaissait souvent, personnellement, tout cela satisfaisait son envie d'ordre et de stabilité. Heather aimait également consacrer ses week-ends à diverses activités caritatives, comme des collectes de fonds pour aider certaines familles défavorisées de la région. On la voyait souvent participer à l'organisation d'événements destinés à la communauté. Elle pouvait animer une vente de pâtisserie un dimanche pour financer de nouveaux équipements à l'école locale ou proposer ses compétences de comptable afin de tenir les registres d'une petite association environnementale. Quand Heather s'était mariée à un homme de 3 ans son aîné, Peter Greer, elle semblait avoir trouvé l'équilibre parfait. Peter Greer, âgé de 42 ans au moment des faits, travaillait pour une firme d'investissement prospère. À première vue, il avait un profil exemplaire, un diplôme en économie, un poste de conseiller financier dans une société reconnue, un engagement associatif modeste mais réel. Peter était grand, mince, les cheveux châtains clairs coupés courts, et il abordait la plupart du temps un air calme et posé. Beaucoup de gens le considéraient comme un professionnel fiable, voire un peu trop discret. Il avait cette particularité de montrer un léger tic nerveux à l'œil gauche lorsqu'il était sous pression, mais ceux qui le connaissaient mettaient cela sur le compte d'une anxiété légère ou d'une fatigue passagère. Heather racontait parfois, sur un ton mi-amusé, mi-fier, qu'il se plaignait régulièrement du stress au travail, justifiant sa réticence à se mêler aux soirées de quartier ou aux grands rassemblements. Cela n'empêchait pas le couple de donner une image très positive. Il semblait former une équipe soudée, prospère, où chacun respectait l'espace et le rythme de l'autre. Dans ce foyer régnait également la présence d'un adolescent, Ryan Bell, le beau-fils de Peter et le fils de Heather, issu d'un premier mariage de celle-ci. Ryan, un jeune homme de 18 ans, n'habitait pas en permanence sous le toit des Greer, car il poursuivait des études dans un autre État et ne rendait visite à sa mère qu'occasionnellement,
notamment durant les vacances scolaires et quelques week-ends prolongés. Même s'il n'avait jamais noué un lien très profond avec Peter, il essayait de lui témoigner un respect courtois, appréciant aussi la sérénité qu'il voyait dans la vie de sa mère. Les habitants de Franklin voyaient souvent Heather s'inquiéter de la réussite scolaire de son fils, et c'est avec un réel élan maternel qu'elle lui envoyait régulièrement des colis, des cartes et des messages, afin de lui rappeler qu'il avait toujours un foyer aimant où revenir. Pourtant, sous le vernis apparemment reluisant de la vie de couple de Heather et Peter, quelques fissures étaient représentées. Il arrivait qu'un proche de la famille remarque chez Heather un regard fuyant lorsqu'on lui demandait des nouvelles de son mari, comme si quelque chose la tracassait, mais qu'elle préférait écarter le sujet. Certains collègues de la banque où elle travaillait avaient remarqué qu'elle s'isolait parfois dans la salle de pause, le regard vague, pensant à autre chose. Lorsque l'un d'eux tentait de lui poser des questions, elle souriait poliment et détournait la conversation. Néanmoins, aucune dispute publique ni aucun comportement violent n'était remonté aux oreilles du voisinage. Le 14 octobre 2019, la tranquillité de Franklin fut brisée. En début de soirée, les forces de l'ordre local reçurent un appel paniqué. Une personne agitée, à la voix bouleversée, annonçait la découverte d'un corps sans vie dans une chambre d'une maison résidentielle. Il s'agissait du domicile des Greer. Sur place, un premier agent de police, accompagné d'un collègue, constata l'horreur de la scène. Le corps de Heather était inerte, allongé sur le lit, et un désordre inhabituel régnait dans la pièce. Un objet décoratif était renversé sur le sol, le drap arraché de moitié, et la vitre d'une fenêtre brisée semblait indiquer une tentative d'effraction. Toutefois, certains détails ne collaient pas à l'hypothèse d'un simple cambriolage ayant mal tourné. Les effractions simulées ressemblent souvent à de grossiers montages, surtout lorsque le saccage n'est pas cohérent avec la disposition du mobilier ou l'état réel des lieux. Les premiers indices laissaient là croire que le cambrioleur aurait prétendument brisé la vitre de la fenêtre pour pénétrer dans la maison. Mais l'absence de débris de verre à l'extérieur et l'étrange dispersion des objets éparpillés autour du lit soulevaient des questions. Les agents relevèrent en outre que l'alarme de la maison n'avait pas été déclenchée. D'ordinaire, ce système de sécurité se serait mis à sonner en cas d'ouverture forcée d'une fenêtre, à moins qu'il n'ait été délibérément désactivé. Lorsque les secours arrivèrent, ils ne purent que constater la mort de Heather, victime d'un homicide dont les causes exactes restaient à définir. Très vite, plusieurs enquêteurs furent dépêchés sur place pour analyser la scène de crime, prendre des photos, répertorier les indices et entamer les premières constatations médico-légales. Parmi eux, on trouvait un inspecteur principal connu dans la ville pour sa rigueur. Accompagné d'un officier plus jeune et d'un technicien en investigation criminelle, il observa la chambre, demanda des relevés d'empreintes digitales et s'intéressa de près à l'état du corps. L'examen préliminaire laissait penser à une strangulation, car des traces évidentes de pression étaient visibles autour du cou, mais aucune trace de blessure par balle ou par arme blanche n'apparaissait. L'illusion d'un cambriolage raté semblait de plus en plus douteuse. L'enquête médico-légale prévoyait ensuite l'autopsie complète, afin de déterminer précisément l'heure de la mort et tout autre détail qui aurait pu aider à cerner l'identité du meurtrier. Tandis qu'on s'affairait autour de la maison, le voisinage, inquiet, commençait à se rassembler devant le périmètre de sécurité. Quelques habitants interrogèrent la police, murmuraient entre eux, redoutant de découvrir l'identité de la victime. Quand la nouvelle se répandit qu'il s'agissait de Heather, une vague d'émotion submergea le quartier. Comment une femme aussi discrète et généreuse avait-elle pu être assassinée chez elle? Au cours de la nuit, l'inspecteur principal décida de s'entretenir avec ceux qui habitèrent la maison, afin de reconstituer les dernières heures de la victime.
On recherchait notamment le témoignage de Peter, le mari, censé être le plus proche de Heather. Celui-ci fut finalement retrouvé en état de choc, assis dans le salon, affirmant qu'il était sorti pour faire des courses l'après-midi et qu'à son retour, il avait trouvé le chaos dans la chambre. Il raconta avoir immédiatement appelé les services d'urgence. Pourtant, il n'apparaissait pas aussi éploré qu'on aurait pu s'y attendre. Certes, il était bouleversé, mais un certain malaise émanait de son discours. Par moments, il se montrait hésitant, incapable de décrire précisément la succession de ses actions, comme s'il cherchait ses mots ou craignait de se contredire. Lorsque l'inspecteur essaya d'obtenir un alibi plus concret, Peter se contenta de dire qu'il avait vagabondé d'un supermarché à l'autre, puis s'était arrêté dans un café, sans conserver de reçu ni pouvoir mentionner de témoins l'ayant vu. Rapidement, de petits doutes s'installèrent dans l'esprit de l'équipe d'enquêteurs. Dans la majorité des affaires de meurtre, l'entourage proche de la victime, surtout la famille immédiate, est toujours scruté de près. Statistiquement, un grand nombre d'homicides sont perpétrés par un proche. Or, bien que le quartier n'eût signalé aucune altercation entre Heather et son mari, le comportement de Peter intriguait. On ne possédait aucune preuve formelle à ce stade, mais l'inspecteur principal décida tout de même de concentrer les premières investigations autour de lui, tout en restant ouvert à d'autres pistes. Dans les jours qui suivirent, les proches de Heather furent interrogés un à un. Certains décrivirent une femme souriante, enthousiaste, impliquée dans de nombreux projets associatifs, animant des séances d'information bancaire pour des familles désargentées. Personne n'avait remarqué de disputes marquées au sein du couple, même si quelques collègues rapportèrent que Heather paraissait parfois soucieuse ces derniers mois, comme si elle portait un fardeau. Une camarade de travail, qui s'était liée d'amitié avec la victime, se souvint d'un court échange au cours duquel Heather évoquait un secret dont elle avait peur, sans pour autant s'épancher davantage. Cette amie avait supposé qu'il s'agissait d'un problème de santé ou d'un souci familial. Avec le recul, elle regrettait de ne pas l'avoir interrogée plus sérieusement. L'équipe d'enquêteurs, en coopération avec les techniciens de la police scientifique, passa le domicile des Greer au peigne fin. Chaque pièce fut examinée pour détecter la moindre anomalie. Dans le salon, un tiroir montrait de banales factures et divers reçus du mois précédent. Dans le bureau du couple, on trouva des dossiers liés à la banque où travaillait Heather, mais rien d'incriminant. Les objets de valeur, comme l'ordinateur ou les bijoux, n'avaient donc pas été dérobés, ce qui renforçait l'idée que le cambriolage n'était qu'une mise en scène. Puis vint la découverte surprenante. Dans une partie reculée du sous-sol, derrière des caisses de rangement, une ouverture discrète donnait accès à un espace réduit qui ressemblait à un placard de stockage. À l'intérieur, on apercevait plusieurs boîtes soigneusement étiquetées et fermées à clé. Lorsqu'ils ouvrirent ces boîtes, les enquêteurs mirent la main sur des documents financiers liés à la société d'investissement où Peter travaillait. On y voyait des relevés bancaires, des rapports confidentiels concernant divers clients, et surtout des notes manuscrites mentionnant des transferts d'argent vers des comptes inconnus. Les montants n'étaient pas toujours élevés, mais ils étaient réguliers et semblaient concerner plusieurs clients fortunés. Cette découverte fit l'effet d'un électrochoc. L'inspecteur principal comprit que Peter cachait à son épouse des dossiers importants dans un endroit où elle ne venait sans doute jamais fouiller. L'idée qu'il puisse s'agir d'un trafic de données ou d'une malversation prit rapidement corps. Si Heather avait découvert quelque chose là-dessus et avait menacé de révéler la vérité, cela pouvait constituer un mobile de meurtre. Toutefois, avant de tirer des conclusions hâtives, la police demanda l'avis d'experts en finance qui confirmèrent la possibilité d'un détournement d'informations sensibles. Les soupçons sur Peter se renforcèrent. Tout le monde savait dans le quartier que le couple menait un train de vie confortable, possédait une demeure soignée et semblait ne pas manquer d'argent. Néanmoins, personne n'aurait imaginé que cela pût provenir d'activités illégales.
Pendant que la police explorait cette piste, elle poursuivait parallèlement d'autres interrogatoires. De vieilles connaissances de Heather furent contactées, y compris des gens qui la connaissaient d'avant son mariage, pour vérifier l'hypothèse d'un ex-partenaire jaloux ou d'un ami rancunier. On contacta également quelques voisins qui avaient pu remarquer des allées et venues, suspectes près de la maison. Les services d'enquête durent parfois s'entretenir avec des personnes excentriques du voisinage, qui répétaient des rumeurs ou inventèrent des histoires. Mais aucun élément tangible ne parvenait à discréditer la piste prioritaire, celle selon laquelle Peter, pris dans un engrenage de fraude, aurait pu assassiner sa femme, de crainte qu'elle ne le dénonce. Toutefois, la police ne disposait d'aucune preuve directe l'impliquant au moment précis du meurtre. Les documents trouvés dans le sous-sol constituaient des preuves de délit financier, certes, mais pas nécessairement d'homicide. C'est alors qu'émergea un nouveau témoin. Ryan Bell, le fils de Heather, qui jusqu'ici n'avait pas été immédiatement localisable, car il étudiait à l'université en dehors de la ville. Lorsqu'un membre de la famille élargie de Heather le contacta par téléphone pour lui annoncer le décès de sa mère, Ryan se montra bouleversé, déclarant qu'il était justement passé à Franklin ce jour-là, mais qu'il n'était pas certain d'avoir des informations utiles à fournir. Le jeune homme se présenta à la police quelques jours plus tard, l'air terrifié et hanté par ce qu'il avait vécu. Au début, il osa à peine décrire la scène. Il expliqua qu'il était arrivé à la maison sans prévenir, plus tôt dans la journée du 14 octobre, son intention étant de faire une surprise à sa mère. Il avait alors entendu des cris provenant de l'intérieur. Surpris et inquiet, il n'était pas entré immédiatement. Puis, lorsqu'il avait compris qu'une dispute éclatait entre Heather et Peter, il avait craint de se retrouver mêlé à un conflit familial délicat. Il resta donc caché un moment dans le garage, entendant des bribes de conversation houleuses. Selon lui, Heather accusait Peter de détournement d'argent, menaçant de le dénoncer si ce dernier ne se rendait pas aux autorités. Ryan expliqua aux enquêteurs qu'il avait entendu la voix de Peter s'emporter, crier qu'il ne laisserait pas tout son travail s'effondrer ainsi, qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre sa réputation et sa vie confortable. Ryan raconta avoir entendu un bruit sourd, puis plus rien, comme si la dispute s'était interrompue d'un coup. Pris de panique, l'adolescent ne sut quoi faire, terrifié à l'idée de tomber sur son beau-père furieux. Quelques minutes plus tard, Ryan crut distinguer le son d'une voiture quittant l'allée. C'est seulement à cet instant qu'il se résolut à entrer dans la maison pour vérifier l'état de sa mère. En se dirigeant vers la chambre principale, il découvrit Heather allongée, sans signe de vie. Horrifié, il réalisa que l'atmosphère de la pièce suggérait une mise en scène maladroite, comme si quelqu'un avait essayé de faire croire à un cambriolage. Ryan, paniqué, affirma aux enquêteurs qu'il était sorti de la maison, sous le choc, incapable d'appeler directement les secours. Il s'était réfugié chez un proche parent, où il était resté dans un mutisme complet pendant plusieurs heures avant de confier une partie de la vérité. C'était finalement ce parent qui avait alerté la police, d'où l'appel mentionné le soir même. Ryan avait eu peur que Peter représente une menace pour sa propre sécurité, craignant de ne pas être cru ou de subir des représailles. Cette révélation était capitale. Pour la première fois, on disposait d'un témoignage reliant Peter à la scène du crime, prouvant qu'il avait été sur place à un moment crucial et établissant un mobile concret. Sous la pression des enquêteurs, Peter dut à nouveau être interrogé, cette fois de manière plus approfondie. Face à ces accusations, il prétendit que Ryan mentait pour se venger de lui, évoquant de possibles frictions entre beau-père et beau-fils. Peter affirma par ailleurs qu'il n'avait jamais entendu parler d'une cachette dans le sous-sol et ignora comment ces documents compromettants avaient pu s'y retrouver. Pourtant, les enquêteurs n'étaient pas dupes. Plusieurs relevés et rapports découverts étaient signés de la main de Peter, et l'analyse graphologique préliminaire
semblaient correspondre à son écriture. À mesure que l'enquête progressait, la population de Franklin se divisait entre ceux qui ne voulaient pas croire à la culpabilité de Peter, qu'ils avaient toujours considéré comme un honnête conseiller financier, et ceux qui, à la lumière des indices et du témoignage de Ryan, commençaient à le voir comme un manipulateur froid. L'inspecteur principal, lui, bâtissait patiemment un dossier solide. Des vérifications bancaires poussées confirmèrent que Peter avait réalisé des virements suspectés d'être frauduleux, transférant de petites sommes depuis les comptes de certains clients vers des comptes sous de fausses identités. Interrogé à ce sujet, Peter se borna à nier, répétant qu'il n'avait jamais effectué de tels transferts et que quelqu'un cherchait probablement à le piéger. Pendant ce temps, l'autopsie de Heather confirma, comme on le soupçonnait, une strangulation manuelle. Les légistes estimèrent la mort à une plage horaire correspondant à la déposition de Ryan. Aucun autre signe de lutte majeure ne fut relevé, hormis quelques contusions sur l'avant-bras, laissant croire que Heather avait tenté de se défendre. Aucun ADN étranger ne fut trouvé sous ses ongles, ce qui n'est pas rare dans un cas d'attaque rapide ou d'immobilisation par surprise. Les enquêteurs en conclurent que le meurtrier connaissait parfaitement les lieux et avait agi dans l'optique de faire taire la victime rapidement avant de maquiller la scène. Pourtant, afin de démontrer la culpabilité de Peter devant un tribunal, il fallait renforcer le lien entre les documents financiers illégaux et le motif du meurtre. Un procès criminel requiert plus qu'une simple suite de suppositions. Le témoignage de Ryan était essentiel, mais on craignait qu'une défense habile ne parvienne à discréditer un jeune homme de 18 ans, le présentant comme instable ou manipulé. Les enquêteurs persistèrent donc dans la fouille numérique des ordinateurs et des téléphones confisqués. Un expert en cybercriminalité parvint à extraire l'historique complet d'un ordinateur professionnel utilisé par Peter. On découvrit des emails compromettants, des échanges cryptés, ainsi que des journaux de connexion prouvant sa présence sur des comptes clients précis. Tout cela corroborait l'idée qu'il gérait effectivement un montage frauduleux à l'insu de son employeur. Mieux encore, ces échanges prouvaient qu'il avait reçu, la veille du meurtre, des messages inquiets de la part d'un autre complice potentiel, inconnu de la police, exigeant des explications sur l'important montant de fonds détournés. À ce stade, l'enquête s'étendit un peu plus pour identifier ce partenaire suspect. Les agents finirent par remonter à une figure plus discrète dans l'entreprise d'investissement, un collègue de Peter qui gérait aussi des portefeuilles clients. Toutefois, lorsque cet individu fut convoqué, il produisit des preuves de son emploi du temps le 14 octobre, démontrant qu'il se trouvait hors de la ville à un séminaire ce jour-là. Il admit connaître certaines irrégularités et supposa que Peter menait peut-être un schéma plus vaste encore, cherchant simplement à couvrir ses traces. Bien que ce témoignage ne disculpât pas totalement ce collègue des aspects financiers, il donnait un alibi ferme pour l'heure du meurtre. Dès lors, les enquêteurs réorientèrent toute leur attention sur Peter, le considérant comme le suspect principal. Après une série d'interrogatoires de témoins et l'examen exhaustif des preuves, la police estima avoir suffisamment d'éléments pour arrêter Peter. On le mit en garde à vue. L'étape suivante fut la construction d'un dossier d'accusation solide en vue du procès, lequel suscita un émoi grandissant à Franklin. Les médias locaux commencèrent à couvrir l'affaire, spéculant sur la double vie d'un soi-disant conseiller financier respectable, sur la possibilité qu'il ait assassiné sa propre épouse pour préserver sa réputation et ses avoirs frauduleux. Les amis de Heather, sidérés, s'organisèrent en petits groupes de soutien pour honorer sa mémoire et exiger que justice soit rendue. La date du procès fut fixée au printemps 2020, quelques mois après le drame. L'audience attira une foule considérable. Habitants de Franklin, journalistes régionaux, simples curieux, tous désireux de comprendre comment un homme, en apparence sans histoire, en était arrivé à commettre un crime aussi sordide.
Dans la salle d'audience, le ministère public, représenté par un procureur déterminé et soucieux d'obtenir une condamnation, présenta d'emblée son exposé des faits. Il mit en avant le témoignage capital de Ryan, exposa les preuves matérielles découvertes dans la cachette secrète, puis décrivit l'ensemble des malversations financières attribuées à Peter. Sur la base de ces éléments, il affirma que l'accusé était prêt à tout pour éviter la dénonciation de ses agissements, y compris à tuer. Du côté de la défense, un avocat expérimenté s'efforça de dépeindre Peter en homme innocent, piégé par la situation. Il soutint que les documents trouvés au sous-sol pouvaient très bien avoir été placés là par quelqu'un d'autre, peut-être un complice souhaitant se débarrasser de Peter en le faisant accuser. Il insinua aussi que Ryan, qui connaissait mal son beau-père et ne l'aimait pas particulièrement, aurait pu inventer ou amplifier le récit de la dispute pour l'incriminer. Selon cet avocat, rien ne prouvait que Peter se trouvait dans la maison à l'instant précis de la strangulation, et le fait qu'il eût découvert le corps en premier était simplement cohérent avec le fait qu'il habitait là. Les débats s'éternisèrent sur l'authenticité des emails et des relevés financiers, le rôle exact de la fausse effraction et la fiabilité du témoignage de Ryan. Chaque partie convoqua ses propres experts. Le procureur fit comparaître un spécialiste en cybercriminalité qui attesta que les enregistrements informatiques étaient difficiles à falsifier et qu'ils reliaient directement l'adresse IP de Peter à des comptes frauduleux. L'avocat de la défense contesta ces affirmations, pointant des failles potentielles dans les systèmes de sécurité en ligne, laissant la porte ouverte à un piratage. Le moment le plus poignant du procès fut sans doute la comparution de Ryan à la barre. Visiblement nerveux, il raconta encore une fois ce qu'il avait vécu le jour du meurtre, la colère qu'il avait entendue dans la voix de Peter, la menace qu'il percevait, la crainte de ne pas savoir comment intervenir. Lorsqu'il expliqua comment il avait découvert sa mère morte, certains membres du public versèrent des larmes en l'entendant décrire la douleur de ce moment. Interrogé par la défense, Ryan maintint sa version, affirmant qu'il n'avait aucune raison de mentir et qu'il ne cherchait pas à se venger de Peter, malgré une entente tout au plus polie dans le passé. Au fil des audiences, le puzzle se reconstitua aux yeux des jurés. Un homme croulant sous le poids de ses fraudes, épuisé par la peur d'être découvert, affronté à son épouse, prête à le dénoncer. La simulation d'un cambriolage mal exécuté, les alibis bancals, les contradictions de l'accusé, la présence de documents compromettants, tout désignait Peter comme le principal artisan de ce drame. Le procureur insista sur le mobile, l'argent et la crainte de la prison. Une question persistait cependant. Peter avait-il prémédité l'acte ou avait-il réagi dans l'urgence lorsque Heather, effarée par sa découverte, avait exigé qu'il se livre à la police? La défense s'efforça de minimiser l'agressivité présumée de Peter, le décrivant comme un individu introverti et pacifique, incapable d'une telle violence. Mais le témoignage de Ryan, soutenu par quelques relevés téléphoniques, prouvant que Peter était bien à la maison à l'heure supposée du meurtre, eut un impact majeur sur l'opinion des jurés. De plus, les analyses de l'appareil GPS de la voiture de Peter indiquaient qu'il n'avait fait qu'un bref trajet ce jour-là, contredisant son récit initial de multiples courses dans divers magasins. Lorsque vint l'heure du verdict, la tension était à son comble. Les jurés s'étaient retirés pour délibérer. Le procès avait duré plusieurs semaines, au cours desquelles la presse locale publiait presque quotidiennement des articles relatant les moindres rebondissements. Finalement, après plusieurs heures de réflexion, les jurés revinrent dans la salle d'audience. L'un d'eux, désigné comme porte-parole, déclara d'une voix solennelle que Peter Greer était reconnu coupable de meurtre au premier degré. Sa responsabilité dans la fraude financière était également avérée, aggravant l'image d'un homme prêt à tout pour sauver sa réputation. Le juge, prenant en compte la gravité de l'acte,
la préméditation partielle et l'absence apparente de remords, prononça une peine de réclusion à long terme, sans possibilité de libération anticipée avant de très nombreuses années. L'accusé encaissa la sentence avec une expression figée, tandis qu'un murmure parcourait la salle. Les proches de Heather y virent une forme de justice, même si la douleur de la perte ne pourrait jamais disparaître. Ryan, les yeux rougis, laissa échapper un sanglot discret, serrant contre lui un petit objet, souvenir que sa mère lui avait offert pour son anniversaire. Dans les semaines qui suivirent, les journalistes achevèrent leur couverture du procès, faisant l'éloge de la détermination des enquêteurs qui avaient réussi à percer les mensonges d'un homme rusé, prêt à maquiller un crime et à détourner des fonds. Les habitants de Franklin vécurent un véritable choc. Pour beaucoup, ce meurtre avait brisé la sensation d'innocence de leur ville paisible. Les associations caritatives où Heather intervenait organisèrent plusieurs événements en sa mémoire, destinés à collecter des fonds pour d'autres victimes de violences intrafamiliales. Une plaque commémorative fut érigée à l'entrée de la banque où elle avait travaillé, rappelant son engagement auprès de la communauté. Certains proches de Peter, incrédules, continuèrent d'affirmer que la vérité n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Mais la majorité de l'opinion publique salua la conclusion de l'affaire comme un triomphe de la justice. L'exemple de cette tragédie permit également de souligner à quel point des problèmes financiers et la volonté de tout dissimuler peuvent nous conduire à des actes irréparables lorsqu'on se retrouve acculé. Dans une ville comme Franklin, cette leçon eut un écho durable. Derrière les façades ordonnées et la cordialité apparente, personne n'est à l'abri de secrets inattendus. Les années passant, Ryan put poursuivre ses études, bien que son deuil restât douloureux. Soutenu par quelques amis de sa mère et par un proche membre de la famille, il termina sa formation universitaire et s'investit ensuite dans un programme dédié aux jeunes ayant subi un traumatisme familial. Il garda le souvenir d'une femme aimante, qui n'avait pas hésité à lui offrir son affection et ses encouragements tout au long de sa jeunesse. Franklin, de son côté, conserva la trace de cette affaire dans ses annales judiciaires, longtemps considérée comme l'une des enquêtes criminelles les plus retentissantes de son histoire récente. Aujourd'hui, en repensant à tout ce parcours tragique, je me sens à la fois attristée et soulagée que justice ait fini par prévaloir. J'aurais tant aimé que Heather puisse obtenir de l'aide avant que tout ne bascule ce jour fatidique. Je sais qu'il est important de porter attention aux signes, même infimes, qui nous signalent qu'une personne de notre entourage est en danger. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Je vous invite à poursuivre votre curiosité avec mes autres vidéos qui traitent d'affaires tout aussi fascinantes, et j'espère vous apporter encore longtemps ce mélange d'émotions et de découvertes. Je vous encourage également à explorer d'autres enquêtes passées et à partager vos réflexions dans les commentaires, car vos points de vue m'aident à améliorer mon contenu. N'hésitez pas à revenir régulièrement pour de nouvelles affaires captivantes, car j'ai encore de nombreux récits troublants à vous faire découvrir. Prenez soin de vous et à bientôt.